Rouge Framboise et Glen Keane. Les scores de films. Je suis designer produit en fait en développement de produits pour le merchandising lié aux jeux vidéo. Et plus concrètement avec des mots moins scientifiques, en fait à chaque fois qu'un jeu vidéo sort, du moment où il est pensé dans un studio de création jusqu'au moment où il va arriver dans un magasin, je vais penser tout ce qui va être produit, c'est-à-dire tout ce qui va être jouet, figurines. On va penser comment en fait, par exemple, s'il y a une figurine collector, un jeu et je sais pas, un pins qui est offert en plus lors de l'achat du jeu. On va penser le packaging global pour qu'on puisse mettre tout ça dans la même boîte. Un éditeur va sortir un jeu vidéo, donc ça se passe souvent avant l'E3 en fait. Donc l'E3 c'est le grand moment pour nous où tout va être annoncé, tous les jeux qui vont sortir sur une année. Juste avant, ils vont nous appeler, nous dire voilà, il reste un mois, c'est hyper short pour faire quelque chose, mais on a un mois pour garder très secret le jeu qui va sortir. Et moi, il va falloir que je distribue à la presse des cadeaux. Donc là, il va falloir penser le premier cadeau qui va être le cadeau presse. Donc en général, c'est très simple, hein. C'est vraiment un pins, un petit porte-clés. C'est vraiment des tout petits trucs qu'il faut qu'ils puissent être faits en fait en moins d'un mois. Donc c'est très compliqué en termes de prod de faire quelque chose en moins d'un mois. Donc vraiment, le métal, c'est la meilleure chose pour aller vite. Après, une fois que le 3 est annoncé, on a un peu plus de temps. Et là, on va penser en fait la collector. Ça peut être encore un pins, une petite pièce, un petit truc en métal ou même une toute petite figurine. Enfin, quelque chose d'assez simple mais qui donne envie de se dire « Ah, je vais aller l'acheter chez un tel plutôt que sur Internet ». Et ensuite vient le coffret collector. Donc le coffret collector, c'est la plus grosse partie. C'est là où il faut arriver à rentrer dans le budget de ce que demande l'éditeur et en même temps de faire quelque chose qui est du jamais vu sur le marché. Donc là, on a quelques mois et là vient le moment du packaging aussi. Donc il faut réfléchir au packaging, comment on va packager tout ça, comment on va le vendre, tout en restant dans l'idée de la charte graphique de l'éditeur parce que souvent, c'est ça qui est un peu compliqué. Il va falloir se coller à ce qu'on pensait un studio qui est bien souvent japonais, donc qui n'a pas du tout la même mentalité que nous. Puis une fois que tout ça est fait, il va falloir penser le fameux moment où on va le vendre sur les grands sites comme la Gamescom. Donc, et là, on pense la grande figurine de 3 mètres de haut qui va pouvoir vendre le jeu au moment de sa sortie. C'est un métier très polyvalent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, il n'y a pas une mission qui se ressemble. Donc c'est vraiment créatif tout le temps. L'avantage, c'est de voir grandir un peu son travail vraiment dans les mains des enfants ou des geeks, entre guillemets. C'est un gros avantage. C'est assez sympa d'aller dans les boutiques et voir les gens dire « Ah, c'est trop bien, je veux trop ça ». Ça donne un peu la motivation et la pêche pour dire « Bon, ok, il faut que je continue là-dessus ». Ça m'a beaucoup apporté en termes de culture générale. C'est un peu bête à dire, mais en termes de culture générale, pas qu'autour des jeux vidéo, mais un peu sur la culture dans les autres pays. Par exemple avec le Japon notamment et la Chine, où je me rends compte qu'en fait on est très très différents. C'est une geek, on me le sort un peu tout le temps. Ce qui est marrant, c'est que je jouais absolument pas aux jeux vidéo avant de commencer ce métier et au final, je prends plaisir aujourd'hui à jouer de temps en temps. On peut étrangement vite se lasser. C'est-à-dire que même si c'est polyvalent et qu'on fait beaucoup de choses, on est souvent dans l'ombre de quelqu'un qui a déjà créé quelque chose et pas quelque chose que nous, on va créer entièrement. Par exemple, je sais pas, un jeu qui existe depuis 20 ans, même si on veut faire une figurine qui est sympa, elle a quand même des limites, c'est-à-dire que la marque a quand même, elle, déjà interdit que, je sais pas, il lève la main droite en l'air, par exemple. Le personnage, il n'est pas de nous, c'est pas nous qui l'avons dessiné, pensé, qui avons dit, tiens, je préférerais avec un chapeau rouge, c'est pas nous du tout, donc c'est vrai que ça peut parfois, je pense, être légèrement pesant à ce niveau-là. On se déplace souvent pour aller voir les clients. Je travaille beaucoup en fait avec le relationnel client. Donc on va vite les voir. C'est souvent en Europe, c'est l'avantage. Tous les sièges sociaux japonais ont des sièges sociaux aussi en Europe qui leur permettent d'avoir un pied-à-terre. Ensuite, oui, il peut y avoir des déplacements en Chine,
En ce qui me concerne, la boîte, elle est un peu petite, donc c'est vrai que c'est mon patron qui est en charge du relationnel avec les usines, donc c'est plutôt lui qui va sur place. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'utilité, nous, d'y aller, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir faire une demande si on pense que c'est utile. Il faut avoir la capacité de tout gérer dans un projet. Il ne faut pas juste exceller dans un seul domaine. Et c'est vraiment ce petit côté aussi curieux, d'avoir envie de tout voir, même quand on n'aime pas. Parce que dans les jeux vidéo, il y a des choses qui parfois sont violentes et on n'aime pas forcément la violence. Comme parfois, il y a des choses qui sont très enfantines et on n'a pas envie de gérer quelque chose qui est très enfantin. Donc, ouais, je crois que c'est un peu ce côté polyvalent qui va être nécessaire avec le petit aspect curieux en plus. On est 6 personnes et on travaille continuellement les 6 personnes main dans la main. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va gérer la logistique, mais elle va être aussi bien au courant des propositions qui ont été faites graphiquement parlant que de l'aspect comptable, que de l'aspect production. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment que tout le monde soit impliqué dans le projet de A à Z. Le français. Je pense que le français est la matière la plus importante tout simplement parce qu'elle permet d'être éloquent, de savoir se vendre, de savoir justifier ses actions ou même ses créations. Et je vois quand on fait des recrutements le nombre de lettres de motivation qui sont illisibles, incompréhensibles, et on se dit juste mais si c'est pareil dans son travail, est-ce que ça va être organisé, est-ce que ça va être structuré, est-ce que ça va être fluide, agréable à lire ou à comprendre quoi. Donc je pense le français. On peut débuter du SMIC, mais on peut arriver très facilement, je pense, à des salaires plus intéressants qui tournent autour des 3 000, 4 000, avec de très bonnes primes d'intéressement. Pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je crois que je réponds que je veux être écrivaine et dessinatrice de dessins animés chez Disney. C'était mon but ultime, donc je voulais, en grandissant, j'ai compris que je voulais être character designer en fait dans le monde de l'animation. C'était un métier qui me fascinait. Sauf que je suis un peu arrivée au mauvais moment puisque la 3D est arrivée dans le tas et je suis une bille en 3D, c'est monumental. Donc je me suis un peu retrouvée à l'âge de 16 ans en me disant ouais, la 3D me plaît pas trop. J'ai quand même pas perdu espoir et je me suis dit je vais aller dans une école quand même qui m'apprend l'animation. Et puis en fait c'était tellement cher ces écoles-là que je me suis dit je vais pas. Et j'ai trouvé une école qui proposait ça mais il fallait un bac+3. Donc d'un commun accord avec mes parents, je me suis dit tiens je vais faire juste une université, 3 ans d'université pour perdre un peu mon temps entre guillemets, avoir un bac+3, rentrer dans cette école et faire enfin le métier que je veux. Mais en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait à l'université, chose assez surprenante. Je me suis retrouvée en art appliqué. J'ai fait 2 premières années d'art appliqué. Une première année qui était difficile puisque du coup, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et une deuxième année qui était ultra fluide où je me suis dit mais en fait, ça me plaît vachement ce que je fais. Je me rends compte qu'il y a des choses qui me plaisent. Et là, j'ai eu un prof qui a vu beaucoup de potentiel en moi et qui m'a dit que lui, il savait très bien que j'avais un aspect qui était très proche des matières, la texture, des couleurs et ce genre de choses. Et qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye d'aller en textile. Donc là, j'ai fait une licence pro en textile que j'ai fait en alternance en fait dans une boîte de textile, une grande marque française. Et quand je me suis retrouvée là-dedans, je me suis éclatée. C'est vrai que j'allais au boulot avec une banane de fou. J'étais hyper motivée, j'aimais trop ça. Et le problème, c'est que je suis arrivée en plein licenciement économique dans cette boîte, donc ils ne pouvaient pas m'embaucher à la sortie de ma licence. Mais en échange, eux, ils me proposaient plutôt d'essayer de faire un master et de voir si ça allait mieux après le master pour faire ça. Là, je me suis dit, c'est pas trop mal, je vais tenter un master après tout. Et j'ai tenté pas mal de masters et au final, j'ai eu un master en design couleur. Donc je me suis dit, je me retrouve en couleur, qu'est-ce que ça va être? On est 16 personnes, ça va être un peu compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument génial. C'était du design qui était de façon très large, qui cherchait vraiment les travers du marketing, qui cherchait aussi à comprendre un peu de façon sociologique comment penser l'être humain, pourquoi il allait acheter, pourquoi il allait faire ça, pourquoi il allait aimer. Et là, je me suis dit, j'adore en fait ce que je fais, je vais pas laisser ça, je vais faire une thèse. Et là, c'était vraiment mon objectif. Et je me suis dit, avant ma thèse, je vais me prendre des vacances et je vais faire juste un stage, un dernier stage dans un milieu que je ne connais absolument pas.
Et donc j'ai postulé à cette entreprise et uniquement à cette entreprise et j'ai été prise. Et donc j'ai fait un stage et au bout d'un mois et demi de stage, je me suis dit, je vais pas faire de thèse. Je vais pas faire de thèse et je vais rester là-dedans, dans cet univers et je vais voir ce que je peux développer encore comme compétences dans ce milieu-là. J'aimerais bien continuer dans ce que je fais, peut-être augmenter un peu dans la société tout en étant plus juste designer, peut-être un jour, je sais pas, gérer une équipe. J'aimerais énormément être professeur, ce que j'adore apprendre. Et je pense que j'aime beaucoup transmettre aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attirée. Je pense que c'est ce qui me plaisait dans la thèse. Je voulais une thèse qui me permettait de faire de la recherche et en même temps d'enseigner. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard. Pas pour le moment. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'aime pas trop les professeurs qui n'ont jamais eu d'expérience dans leur milieu. Je trouve que ceux qui nous apprennent le plus de choses, en fait, c'est ceux qui ont eu une vraie expérience et qui savent dire dans telle situation, j'ai su faire ça. Donc ouais, je pense que le jour où j'aurai acquis assez de maturité à ce niveau-là, je me dirais que je ferai de l'enseignement. De toujours croire en soi, en fait, et de toujours essayer. Genre moi, je l'ai dit, je me suis retrouvée à la fac en pensant passer 3 ans à rien faire. Je voulais pas le faire. Et au final, quand on se donne un peu les moyens, on se rend compte que parfois on peut apprécier quelque chose qu'on pensait ne pas apprécier. Donc des fois aussi, c'est pas la voie qu'on pensait prendre. On est un peu déçu. Et parfois, au contraire, elle nous mènera vers des choses qui sont bien mieux. Cool.